Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de l'accord pour la paix et la réconciliation, la bruit qui s'intensifie entre le gouvernement et les groupes armés de la CMA. La situation est tendue et perplexe. Dans des communiqués, la CMA dénonce que ses positions sont attaquées par les forces armées maliennes. Une déclaration rejetée par les FAMA. La plateforme, quant à elle, ne se sent pas concernée car, dit-elle, elle n'a jamais quitté la table des négociations. Comment rétablir la confiance entre les parties? Une relance de l'accord est-elle possible actuellement? On en parle avec trois invités. Tchefin Sissoko, sociologue, Bagabini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP, École normale supérieure. Au téléphone, Mohamed Ben Mamata, président de l'association Anko Mali. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question, nous allons l'adresser à Bagabini Keïta. Appel du gouvernement pour les groupes armés à revenir à la table de discussion. La tension qui monte de plus en plus avec des communiqués qui fusent un peu partout du côté de la CMA. Quel est votre regard sur ces faits? Bonsoir Mariam, bonsoir cher ami Tchefi, bonsoir les téléspectateurs, les auditeurs de Studio Tamani. Mon avis sur cet état de fait est que je dirais d'abord que le gouvernement est dans son rôle de lancer l'appel aux groupes armés pour se retrouver, puisqu'on ne se fatigue jamais de construire la paix. Donc il faut toujours appeler les gens au dialogue. Il est dans son rôle, évidemment. Puisque vous avez beau à se faire la guerre, même si c'est entre États, vous finirez toujours par se retrouver un jour, vous dialoguer. Donc l'histoire des guerres nous montre clairement cet état de fait. Inutile de vouloir donc refaire cette histoire. Surtout que, en ce qui concerne la situation dont il est question, ce n'est pas entre deux États. C'est à l'intérieur des mêmes États. Et ceux qui ont pris les armes contre leur pays, même si ils sont aussi infiltrés, il faut avoir le courage de le dire, par des groupes hétéroclites, des personnes physiques et morales, donc il les a infiltrés, ce sont des Maliens. Et puisque ce sont des fils de ce pays, donc je pense qu'il ne faut jamais se fatiguer de les appeler à la table pour négocier, pour parler du Mali d'aujourd'hui, mais pour parler de l'avenir de ce pays. On ne peut jamais faire ce pays si ce n'est pas dans le cadre de la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Donc imaginez de part et d'autre les efforts qui sont aujourd'hui consentis dans le cadre de la guerre, si on mettait ces efforts-là dans le cadre du développement. Et je pense que le prétexte avancé par des groupes armés, c'est le fait qu'il n'y a pas de développement. Alors, pourquoi passer tout ce temps à se tirer les uns sur les autres? Pourquoi ne pas se retrouver et sortir de là? Comme je l'ai dit, pourquoi se laisser manipuler par d'autres personnes qui ont aussi des agendas, qui ne disent pas qu'ils défendent leurs intérêts? Il y a des puissances qui sont aussi, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des voix plus autorisées qui ont eu à le dire. Je rappellerai juste le cas de l'ancien ambassadeur français Nicolas Normand, qui a pointé du doigt effectivement le fait que l'État français à l'époque, même si on ne l'a pas écouté, a préféré composer avec le MNLA, qui s'est métamorphosé aujourd'hui en plusieurs groupes et qui a donné à ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMA. Et donc,
le gouvernement français à l'époque a voulu composer avec ce groupe rebelle au lieu de l'État malien. Alors donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais n'empêche, moi je crois qu'il faut que les groupes armés entendent l'appel du gouvernement. Et l'entendre, ce n'est pas l'entente pour le gouvernement malien. L'entente, c'est pour eux-mêmes. L'entente, c'est pour les populations innocentes qui sont aujourd'hui en train de faire les frais de cette situation. Et ces populations ne recherchent pas autre chose. Hein. Elles recherchent le minimum. La paix, la tranquillité, la quiétude, le minimum de moyens pour survivre. Je ne dirais même pas pour vivre, mais pour survivre. Autrement dit, leur permettre de faire leur commerce, leur permettre de faire les activités génératrices de revenus, l'agriculture, la pêche, etc. Mais toutes ces activités, d'envoyer les enfants à l'école, mais toutes ces activités sont compromises s'il n'y a pas de paix. Et donc le fait de lancer un appel, moi je pense qu'il faut entendre cet appel-là. Alors, Bagabini Keïta, merci pour vos mots d'introduction. Le gouvernement, il vient de le dire, qui tend la main aux groupes armés, qui demande aux groupes armés de venir également à la table de négociation. Mais il se trouve que le fossé se creuse davantage entre la CMA et les groupes armés au même moment. La tension qui monte d'un cran, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, des communiqués qui fusent un peu de partout. La CMA, même hier, a fait un communiqué pour dire que ses positions ont été attaquées également par le gouvernement malien. Que comprendre à travers toute cette situation, M. Sissoko? Eh bien, il faut poser, pour moi, les vraies questions aujourd'hui au Mali. Il faut poser ces vraies questions. Il faut tourner le regard vers les populations. Bakabine l'a dit tout de suite, vers la population qui souffre. On ne peut pas dire la tension montée d'un cran. Ça, c'est quelque chose, c'est comme si on caressait dans le sens des poils. Il faut dire les choses telles qu'elles se déroulent depuis quelques jours aujourd'hui. On se souvient du jeudi, de l'attaque de jeudi, l'attaque barbare contre des populations civiles, des personnes qui ont perdu la vie, des jeunes filles qui ont perdu la vie, des jeunes dames qui ont perdu la vie, pardonnez-moi, des enfants qui ont perdu la vie. On ne peut pas parler de cela en indiquant que c'est juste la tension qui a monté d'un cran. Aucune idéologie ne peut nous pousser à faire des attaques comme ça contre les enfants. Aucune idéologie religieuse ne peut nous pousser à attaquer des enfants, à tuer des populations civiles dans les bateaux. Aucune idéologie religieuse, aucune démarche de sécessionniste, aucune démarche de revendication d'un bout de territoire ne peut nous pousser à attaquer des populations civiles de cette manière. On ne peut pas dire que la tension a monté d'écran. On peut simplement dire que des gens sont en train de commettre de la barbarie sur nos populations, sont en train de commettre de la barbarie sur nos territoires. Quand on attaque Salimata, Oufi, Ouju, que j'ai vu des photos aujourd'hui circuler sur les réseaux sociaux, que j'ai moi-même partagées, ça ne peut que nous faire mal. Et dire que derrière cela, que ce soit la CEMA, que ce soit d'autres groupuscules, puissent revendiquer ce type d'attaque, je dirais que c'est une honte. C'est une honte pour notre pays, c'est une honte pour l'humanité. Je suis sûr, aujourd'hui, sur ce plateau et les gens qui vous regardent, qu'aucun Touareg ne va se reconnaître dans ce type d'acte. Aucun Touareg ne pourrait se reconnaître dedans. Parce que les personnes dont je vous parle, Oufi ou Ju, ce sont des gens qui ont du sang Touareg, qui sont métissés, qui sont sur nos territoires, qui sont métissés avec des Soraïs, qui sont mélangés avec des Soraïs. Donc attaquer ce bateau, c'est juste inhumain. C'est juste inhumain. C'est ce qui se passe sur nos territoires. Ça veut dire que, nous devons dénoncer cela. Nous devons dénoncer ces pratiques-là. 2, nous devons prendre des mesures pour qu'une telle chose ne se reproduise plus. Bakabine a raison. Nous vivons sur des territoires qui sont profondément délaissés. Nous vivons sur des territoires où l'injustice a eu la place depuis la nuit des temps, depuis des décennies. Et aujourd'hui, nous devons combattre ces injustices. À l'heure où je vous parle, Mariam, à l'heure où je vous parle, 22% des écoles sont fermées sur ces territoires. À l'heure où je vous parle, dans certaines zones où les groupes armés ou certaines personnes animées d'une idéologie obscure sont installées, il y a 42 voire 50% des écoles qui sont fermées. Et donc, je dirais que oui,
il faut de la paix, mais en fait, aujourd'hui, là où il faut collectivement qu'on arrive à dire des choses, c'est collectivement de dire que nous condamnons cela. Que les Touaregs qui sont, même certains Touaregs qui disent oui, il faut une indépendance ou il faut un regard qui soit porté sur le territoire, que ces Touaregs sortent pour condamner ces actes. Excusez-moi, M. Tchevi, Sissoko, je vais vous interrompre un tout petit peu. Si je vous suis dans votre logique, c'est que cette barbarie s'est déroulée au moment où la CMA reste campée sur sa position, elle n'a pas pipé mot sur ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses parce que la guerre, cette guerre, elle est très délicate. Ça veut dire que les informations qui circulent de part et d'autre, on ne peut pas s'y fier à tout cela. Mais par contre, les représentants du CMA ne se sont pas exprimés sur ce sujet. Et ça, c'est inquiétant. Pourquoi ne se sont-ils pas exprimés sur le sujet? Pourquoi ne sont-ils pas sortis immédiatement pour condamner ces actes qui ont été perpétrés contre les populations civiles? On ne peut pas attaquer le bateau de Tombouctou en se disant « Tiens, le bateau de Tombouctou, c'est une délégation de l'armée malienne. » Non. Personne ne pourra dire cela. Moi, je pense qu'il faut que, au-delà des émotions que cela peut susciter, je pense qu'il faut qu'on ramène de la raison dans tout ce qui est en train de se passer sur nos territoires. Et ramener de la raison sur ce qui est en train de se passer sur nos territoires, c'est regarder les choses objectivement. Des choses qui sont condamnables, nous devons les condamner. Le moment est venu pour condamner ce qui s'est passé. Parce que, moi, je sais bien, écoutez les gens qui sont sur les territoires nord, écoutez les gens qui sont à Tombouctou, à Gao. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le Sud ne se préoccupe pas de nous. Ils se disent que le Sud pense qu'en faisant des grands discours sur les réseaux sociaux ou en faisant des grands discours sur les télévisions, qu'on va régler les problèmes. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à leur dire que nous sommes de leur côté, que nous sommes du côté du Mali, que nous sommes du côté des autorités. Et leur dire cela, c'est dire que leurs problèmes nous préoccupent profondément. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Nous ne pouvons pas dire que tout ça, c'est monté juste d'un cran. Nous devons dire que ces problèmes nous préoccupent et que nous devons trouver des solutions. Aujourd'hui, il faut que les autorités qui sont en place nous indiquent le chemin. Il faut que les populations soient mobilisées pour aller sur un plan diplomatique, pour aller sur un plan de la défense de notre nation, sur le plan de la défense de nos populations, sur un plan de la défense de nos territoires. Et ça, c'est primordial. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'heure est venue pour qu'on se mette debout, ensemble. Comme on le dit dans le slogan, pas seulement que ça soit seulement une question de slogan, mais qu'on se mette au travail pour résoudre ces vrais problèmes, mais qu'on regarde ces problèmes en face. Non pas qu'on caresse les problèmes simplement, mais qu'on les regarde en face. Et en les regardant en face, nous devons trouver des solutions. Parce que nous allons le faire, parce que nous n'avons pas le choix, parce que nous n'avons pas un autre pays à aller défendre, parce que nous n'avons pas un autre territoire. C'est notre territoire, c'est le territoire de nos ancêtres, ce sont nos ressources, ce sont nos enfants qui sont en train de mourir. Merci beaucoup, M. Sissoko. Le temps de donner la parole à votre co-débatteur Mohamed Ben Mamata qui participe à cette émission par téléphone. Bonsoir Ben Mamata. Oui, bonsoir Mariam. Alors, merci de votre participation. Je rappelle que vous participez à cette émission de débat par téléphone. Vous venez d'entendre vos deux co-débatteurs. Quel est votre regard sur cette situation de méfiance entre le gouvernement d'un côté et les groupes armés de la CMA, sachant que la plateforme, elle reste campée sur sa position en disant qu'elle n'a jamais quitté la table des négociations? Mariam, merci. Je salue mes deux co-débatteurs et puis tous ceux qui sont en train d'écouter Studio Mani actuellement. Et en premier, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui sont tombées au cours de ces événements et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et Mariam, je profite pour vraiment féliciter et remercier la plateforme qui a su garder une ligne de patriotes, une ligne de Maliens, une ligne vraiment à saluer. Vous savez, les gens du CMA, ils sont dans la provocation il y a très longtemps. Et c'est des gens qui sont là pour créer un amalgame entre les fils et les filles de ce pays. Face à l'appel lancé au Touareg par des leaders séparatistes de la rébellion, qui se disent signataires de l'accord d'Alger, nous, nos autorités, à leur tour, ils ont appelé les frères Touareg à ne pas suivre des leaders voix en guerre qui ne cherchent en réalité que leurs intérêts égoïstes et non celui de leur communauté. Et vous avez, de par leur décision irréfléchie,
Ils ont aidé en 2012 le terrorisme à se propager au Mali et dans la sous-région. Ils ont encore freiné au développement du nord du Mali pendant plus de 10 ans. Ils sont, par leur ambition et entêtement, en grande partie la base de la misère et de la pauvreté des populations du Nord, qui sont privées par faute des investissements nécessaires au développement du pays. Donc c'est des gens qui sont là, qui ne voient pas le Mali, qui ne voient pas l'intérêt du Mali ou des Maliens. Et les zones qu'ils visent, occupées sur la base du cessez-le-feu, sont devenues des sanctuaires pour des terroristes, du banditisme et puis du trafic de toutes sortes. Et là, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Vous savez, l'accord n'a jamais prévu une durée aussi longue pour la période intérimaire. Mais avec tout cela, nos autorités ont su fermer les yeux pour pouvoir s'entendre avec nos frères Touaregs qui se disent des groupes signataires et qui se disent des Maliens. Alors, Monsieur Benmamata, vous avez, excusez-moi, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes juriste, vous avez un moment travaillé avec la mission d'appui à la réconciliation, également vous êtes à la tête d'une association de la société civile. Ceci m'amène à vous poser cette question. L'accord pour la paix a été signé en 2014, près de 9 ans, plus de 9 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler des acquis de cet accord pour la paix? Bon, vous savez, l'accord de paix, à chaque fois qu'on essaie de travailler là-dessus, d'essayer de s'appliquer, il y a une partie des groupes signataires qui essaient de faire le faux fiant en abandonnant les débats. Donc cela crée des problèmes entre les autorités et la communauté internationale et les autres groupes signataires. Donc c'est de là que vous avez constaté un moment que ces gens ont lancé un appel en essayant de saboter. Moi, je qualifie la chose comme ça. Parce qu'il n'y avait pas la volonté, la bonne foi, la manière de pouvoir faire devenir à un retour à la paix, à la normalité. Depuis que les autorités ont demandé le départ de la MINUSMA, ils ont cru que toutes les bases ou les camps de la MINUSMA les reviennent de droit. Et c'est pour cela que nous avions dit, et nous nous sommes levés un moment pour essayer de rencontrer certaines autorités de ces groupes armés avec qui nous avons eu des discussions, avec qui nous avons élaboré des documents qu'on a transmis à qui de droit pour essayer de dialoguer entre Maliens sans médiation étrangère. Mais nous avons vu qu'avec la libération de Baroudé, l'occupation du camp de Ber, donc ce sont ces mêmes gens qui nous avaient promis le dialogue, qui nous avaient dit vous aimez la paix, qui nous avaient dit reconnaître l'unicité et la laïcité du Mali. Ce sont ces mêmes gens qui se sont mis avec les terroristes pour essayer de combattre le Mali. Donc ça veut dire que même les déplacements que le ministre de la Réconciliation avait fait à Kigali et celui du chef de la sécurité avait fait pour essayer de discuter avec eux, pour avoir une entente sur les occupations des différentes bases et camps abandonnés par la MINUSMA. Nous avons vu qu'ils étaient là en train de tourner. Donc c'est des gens, en un mot, nous pouvons dire que c'est des gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils sont en train d'acter sont diamétralement opposés et c'est vraiment un manque de volonté et de bonne foi. On ne sait pas ce qui se cache derrière ou ce qu'ils veulent pour ce pays, mais nous croyons aujourd'hui qu'ils doivent venir à la raison, qu'ils doivent être là. Et tout le problème que vous voyez aujourd'hui, ça a été créé par quoi? Par le DDR. Une personne, une arme, pour la prolifération des armes. Et les autorités ont tout le temps dit qu'elles vont appliquer l'accord intégralement à toutes les participations des différents sommets au sein du Conseil des Nations Unies. Et aujourd'hui, ça veut dire que le gouvernement malien a la bonne foi de faire le travail comme ça se doit. Mais, je dis mais encore, il faut que ces frères Touaregs reviennent en la raison.
Alors, je pense que pour ce premier tour de table, nos invités sont unanimes que le gouvernement a fait preuve de bonne foi. Il faut que les groupes armés, surtout ceux de la CMA, reviennent à la table des négociations. Mais M. Touré vient de l'écorcher tout à l'heure quand il parlait. Cette montée de tension se déroule au moment où l'aménagement se retire du pays, notamment avec la rétrocession du camp de Ber. Il y a eu une forte tension entre le gouvernement du Mali et les éléments de la CMA. Quelle lecture faites-vous également de cette situation qui coïncide un peu avec le départ de l'aménagement, M. Sissoko? Pardonnez-moi, je reviens encore là-dessus. Cette barbarie arrive au moment où certains intermédiaires sont en train de se retirer. Et cette barbarie, donc, condamnable. Donc, on est tous unanimes là-dessus, puisque il faut, à un moment donné, dire les choses. Et diplomatiquement, il faut occuper ce territoire, il faut occuper ce terrain. Certaines personnes, qui sont à l'origine de cela, sont en faute. Et puisqu'ils sont en faute, il faut le dire. Absolument. Et vous avez bien raison qu'on avait des intermédiaires qui empêchaient justement, qui empêchaient peut-être ces barbaries de se produire sur nos territoires. Avec leur retrait, c'était sans doute prévisible. Quand on est au pouvoir et quand on travaille sur ces organisations, eh bien, en cas de départ des personnes qui font le tampon, eh bien, il y a cette démarche de part et d'autre de pouvoir occuper le territoire, d'occuper la place qui va être laissée. Et donc, dans ce jeu de tension, la diplomatie peut régler les choses, mais ce n'est pas la voie diplomatique qui a été choisie par ces personnes qui sont... on a envie de dire, il faut un autre débat pour qualifier déjà la nature des populations qui sont sur ces territoires. Ça veut dire qu'il y a plusieurs groupuscules. Ça veut dire qu'il y a des brigands qui sont sur place. Ça veut dire qu'il y a des terroristes qui sont sur place. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont animés par une volonté de sécessionnistes qui sont sur ces territoires. Et donc, à un moment donné, des coalitions se font pour occuper de la place, pour continuer à faire de l'injustice. Donc, ceux-ci vont sans doute tenter d'une manière ou d'une autre, et là, malheureusement, ce qui a été choisi, c'est la barbarie, pour occuper la place qui va être délaissée par d'autres acteurs. Et l'État est dans son droit de récupérer ces positions qui ont été laissées par les intermédiaires, puisque ces intermédiaires sont venus non pas pour séparer le Mali, mais pour nous aider à nous mettre d'accord sur ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre Mali. Et là, il ne faut pas croire. Tout ceci se met en place dans un contexte d'injustice, encore une fois. Et ces injustices ne sont pas uniquement d'un côté. Ces injustices sont des deux côtés. Je veux dire, ces injustices sont monnaie courante au Mali. Et là, il faut qu'on tourne le dos à ces injustices. Comment on peut tourner le dos à ces injustices? C'est de pouvoir rationaliser nos démarches. Parce que même ces personnes qui disent non, nos positions ont été attaquées ou nous n'avons jamais quitté la table des négociations, eh bien, si on se met d'accord sur l'essentiel, si on se met d'accord sur ce qu'il faut pour le Mali, eh bien, il y a des chances qu'on puisse résoudre les problèmes. Ce monde, il est de plus en plus difficile. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Ce monde, il est de plus en plus difficile. Les ressources sont de plus en plus rares et nous avons... malheureusement pour nous, et peut-être heureusement d'un autre côté, des ressources les plus importantes sur nos territoires. Et donc, il y a une guerre pour s'accaparer de ces ressources. Donc, ça veut dire que nous, si nous ne travaillons pas efficacement, il y a des chances qu'on arrive à enlever tout ça. Mais si nous avons compris que nous, en travaillant efficacement ensemble, on peut porter notre pays au plus haut. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place comme démarche, comme stratégie. Et ça doit être impulsé au plus haut de l'État. Les clivages, c'est le temps des grands clivages. Moi, je vais vous dire une chose. On cite beaucoup l'accord d'Alger. Pour être concret, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée parce que les accords précédents ont montré leur faiblesse. Ces accords, par exemple la Société des Nations qui a mis en place ces accords de la honte, à un moment donné, ces accords, puisque ça a été fait et que ça a été violé et que ça n'a pas été suffisamment pensé, eh bien ces accords ont donné quoi? Ont donné naissance à une Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas qu'on oublie en fait ce que l'histoire nous apprend. Et l'histoire nous apprend cela. Ça veut dire que cet accord, vous avez posé une question qui était extraordinaire, qui était excellente. Vous dites, mais alors quels sont les acquis de l'accord d'Alger? Ça fait 9 ans que ça a été signé. Quels sont les accords? Quels sont les acquis? On fait le tour de table ici, eh bien, on va se dire, tiens, puisque les Occidentaux ou l'aménagement, quand elle est arrivée, c'est pas, elle dit oui, il faut appliquer l'accord d'Alger, mais c'est grâce à, peut-être à ces organisations qu'on a eu un semblant de paix. Un semblant de paix.
Donc, un semblant de paix ne va jamais régler les problèmes. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous traversons, si nous ne faisons pas preuve de responsabilité, si nous faisons preuve de négligence, ou si nous laissons les choses se faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons perdre ce que nous avons de plus cher. Et ça, il faut absolument qu'on se mette debout pour affronter ce problème ensemble. Puisque sinon, le Mali va se décliner et devant nous. Aujourd'hui, il faut que absolument les autorités donnent le cap sur la marche à suivre. Moi, j'ai envie de voir les autorités au devant de la scène sur cette histoire. J'ai envie de les voir encore plus au devant de la scène, sur un plan sécuritaire, mais aussi sur un plan diplomatique. Parce que cette question, sur cette erreur, sur cette barbarie qui a été commise sur nos territoires, il faut non seulement les dénoncer, mais pas seulement forcément aller dans le sens d'un discours de paix. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la paix, qui veulent obtenir peut-être des prix Nobel de la paix. Alors, le prix Nobel de la paix, c'est une distinction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question, en fait, qui nous préoccupe, d'obtenir le prix Nobel de la paix ou pas. La question qui nous préoccupe, comment faire pour que nos populations civiles, nos pauvres populations civiles ne perdent pas la vie. Et ça, on peut le faire sur un plan diplomatique, mais on peut le faire sur un plan sécuritaire. Nous devons sécuriser nos territoires. Nous devons trouver le moyen de sécuriser nos populations. Nous devons trouver le moyen de faire en sorte que nos populations se sentent en sécurité. Aujourd'hui, n'oublions pas Tombouctou. Tombouctou est presque asphyxié. Pardon, c'est un mot qui est difficile à prononcer. Qui est donc... Et rien qu'aujourd'hui, on entend, en fait, c'est pour cette raison, on n'est pas sur place, mais on entend des discours parfois officiels de l'aéroport qui aurait subi des attaques et donc des positions qui sont attaquées aussi. Donc, vous avez vu, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et nous ne pouvons pas faire preuve d'irresponsabilité dans ce contexte. Et nous ne pouvons pas faire preuve de négligence dans ce contexte. Nous devons nous engager, en fait. Bagabini Keïta, ces événements se déroulent également au mois d'août. Depuis le début du mois d'août, la CMA, au mois d'août dernier, la CMA avait lancé un appel à tous ses responsables de se retrancher hors de Bamako, de quitter Bamako également. Justement, Mariam, ce qui est le plus troublant, évidemment, et qui nous invite à réfléchir, c'est un certain nombre de choses, d'actes, de démarches qui ont été posées par les uns et les autres. Et évidemment, j'allais justement commencer par là, qu'il y a un penseur qui dit « Les faits ne sont têtus que pour ceux qui refusent de réfléchir ». Donc, ce n'était pas anodin le fait que à bout de champ, les responsables de la CEMA se retirent de notre territoire pour d'autres horizons. Ce n'était pas pour rien. Donc il fallait quand même réfléchir cela aussi. Et c'était dans un contexte où les forces internationales, les casques bleus, se retirent aussi de notre pays. Et plus précisément, je crois que c'était aussi dans un contexte où les rétrocessions de certaines bases, comme par exemple celle de Ber, se sont opérées, évidemment à la suite desquelles on a vu aussi des affrontements entre les forces régulières et, j'emprunte le mot à Tchefi en me l'appropriant, c'est-à-dire les forces de la barbarie, ce qu'on appelle terroristes, rebelles, c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. C'est de la barbarie. Et donc, ce n'était pas sans conséquence le fait que la MINUSMA se retire. Et ajouter cela, le fait que des responsables se retirent du pays pour aller se réfugier ailleurs, ce n'est pas sans conséquence. Mais moi, je dis que ce n'est pas pour faire peur aux gens. Ils ne sont qu'au début de leurs crimes. Sauf si on les arrêtait. Ils ne sont qu'au début. Il faut s'attendre au pire. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Mais il faut avoir le courage aussi de dire les choses et de les prévenir. C'est dans ce but que je le dis. Mais ce qui est encore troublant, Mariam, après les attaques du bateau de Tombouctou, laissons de côté, par exemple, le camp militaire de Gao avec aéroport, on peut laisser ça parce qu'on va dire que ça, c'est une affaire guerrière. Mais imaginez qu'on parte s'attaquer à des populations au nom desquelles vous vous battez. C'est ça le prétexte.
de tout ce qu'on est en train de faire. On dit on se bat pour ces populations. Certains évoquent le prétexte de l'islam. Mais je profite très rapidement de dire aussi qu'en réalité, il y a une instrumentalisation de l'islam. Ceux qui sont en train d'agir là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des criminels. Ce sont des criminels, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des musulmans qui sont en train de signer ces forfaits, de faire ces forfaits. Et donc, je disais que ce qui est troublant, c'est le fait aussi qu'après ces attaques, après ces événements, ceux qui étaient prompts à épingler les forces régulières, les FAMA, de crimes contre l'humanité, mais ils n'ont fait aucune réaction. Pratiquement. S'il y a réaction, c'est des réactions laconiques. Et ces réactions, ils sont des réactions au dessein aussi inavoué. C'est inadmissible que ces événements puissent se passer et que les gens se taisent là-dessus. Y compris ceux qui pressent la paix, ceux qui pressent les droits de l'homme, qui sont propres à intervenir dans les pays pour instaurer la démocratie. C'est une occasion sans doute à saisir, moi je pense, pour que la diplomatie malienne puisse prendre cet élément pour aller voir les partenaires. Moi, je pense que Bakibene dit parfaitement raison. C'est-à-dire que là, il y a une barbarie, et là, c'est un dossier qu'il faut monter. Et c'est pour cette raison que je dis que les autorités doivent revenir au front. Sur en tout cas, on annonce une enquête qui est ouverte également sur ces événements du côté du gouvernement. Oui, non, je dis bien que c'est troublant et que cela nous doit aussi, nous, intellectuels, mais au-delà évidemment de notre sphère, et les gens politiques, ça doit nous amener à réfléchir. Ce n'est pas anodin. Pourquoi les gens font comme si rien ne s'est passé? Mais Bakabini, est-ce qu'il n'y a pas l'attitude du gouvernement ces derniers temps qui donne libre cours à ce genre de situation? Il se trouve que chaque mois, il y avait une activité qu'on appelait le CSA, le comité de suivi de l'accord pour la paix. Et ce comité se réunissait une fois par mois sous l'égide de la médiation algérienne. Depuis près d'un an, c'est-à-dire depuis décembre dernier, ce comité de suivi CSA ne se tient plus également. Oui, mais est-ce que c'est le gouvernement qui refuse de tenir ça? Parce que le gouvernement n'est pas le seul raisonnable. Le gouvernement fait partie de ce comité, mais le gouvernement n'est pas le seul à mettre ne va pas se retrouver seul. Il y a déjà des partenaires qui ont annoncé qu'ils ne font plus partie effectivement de ce cadre-là. Vous voulez qu'on peut les forcer à venir dans ce cadre? Non. Donc, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement sur ce point qui est engagé. Là aussi, il faut interpeller les partenaires. Là aussi, il faut interpeller, quand je dis les partenaires, il s'agit des groupes armés. Moi, je pense qu'il faut très rapidement arrêter aussi de dissocier ces différents groupes. Parce qu'on appelle les uns rebelles, sécessionnistes, les autres terroristes, ou encore je ne sais quoi. Donc, pour moi, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Quand vous prenez des armes contre votre propre pays et que vous vous mettez à tuer impunément des populations, maintenant vous avez parlé aussi d'acquis de l'accord. Mais c'est au nom de cet accord-là que ces gens sont en train de se pavaner, qui étaient en train de se pavaner dans la capitale même. On les entretenait, c'est au nom de l'accord qu'on était en train de faire ça. Ce que Stéphane a appelé semblant de paix. Donc, on avait cette semblant de paix qui était là. Donc, c'est au nom de l'accord que cette paix était là. Et c'est au nom de ça que ces responsables qui ont commis des crimes et qui devaient se retrouver en prison étaient là à jouir, en tout cas, de tous les privilèges. Moi, je pense que le gouvernement malien, je dirais même, a été trop gentil, pour ne pas dire, pour ne pas être vraiment... pour ne pas dire d'autres choses, je dirais qu'il a même été effectivement naïf. Parce que non, je ne peux pas comprendre que des gens qui prennent des armes pour tuer des innocents, des citoyens innocents, des citoyens paisibles, et qu'on puisse continuer à entretenir ces gens-là. Moi, je crois je ne demande pas de remettre en cause... M. Bakabini, cet argumentaire m'amène à poser cette question à Ben Mamata Touré. Comment aujourd'hui concilier les positions où on a atteint, disons, une zone de non-retour? Ben Mamata, vous nous entendez? Oui,
Je dis, est-ce que dans ce cas de figure, il est possible aujourd'hui, là où vont les choses, de concilier les positions, ou est-ce qu'on a atteint une situation de non-retour? Bon, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'impossible, parce que pour moi, l'impossible n'existe même pas. Mais il faut juste reconnaître que ces gens, ils se contribuent chaque jour. Car l'accord qu'ils ont signé, en âme et conscience, ils ont reconnu clairement la souveraineté, l'unicité, la laïcité du Mali sur l'ensemble du territoire national. Mais nous ne pouvons pas comprendre comment ils peuvent rejeter la présence de l'État dans ces différentes zones. Surtout que la situation actuelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui est la preuve de patience des autorités maliennes et leur volonté d'aller vers une paix négociée. Donc, ça veut dire que la volonté est là, du côté de nos autorités. Et si vous voyez jusqu'à présent cette approche de souplesse qui ne doit aucunement être interprétée comme une faiblesse. Donc, de là, nous allons dire que vraiment qu'ils aient la volonté d'éviter la violence et la perte des vies humaines pour régler la crise multidimensionnelle que le Mali reconnaît. Vous savez, il y a eu une commission de médiation qui avait rendu de bon office, qui s'est rendu sur le ministre de la Réconciliation pour essayer de discuter avec le ministre, prendre les choses en main pour essayer de partir voir ces gens. Les Tomboktiniens aussi, du fait du blocus qui est sur Tombouctou aussi, avaient décidé d'aller voir ceux qui sont en train d'imposer ce blocus à Tombouctou. Parce que les vieux disent que ces jeunes ne sont autres que leurs fils, ils ne sont autres que nos frères. Donc maintenant, la négociation du côté de l'État, il n'y a aucun problème. Mais la mauvaise foi et la mauvaise volonté, c'est de l'autre côté. Donc maintenant, nos autorités aujourd'hui, ils doivent se lever encore. Et les notabilités des différentes localités des régions du Nord doivent se mettre ensemble pour parler de la même voix et interpeller ces gens qui sont là, qui détiennent les armes contre le Mali, qu'ils sachent que ce ne sont pas eux qui ont appelé l'aménagement. Et si l'aménagement doit partir, les clés des camps et des bases doivent être remises aux autorités maliennes. Ça ne se discute pas. C'est comme ça, comme on dit en Bambara, en Dambédé, à te ferrer, à te faller, à te yelema. Ça ne se négocie même pas. Donc maintenant, il faut que nos autorités, ils s'assument comme ils sont en train de s'assumer. Sinon, ces gens, ils ont autre chose derrière la tête. Donc maintenant, il faut que nous aussi, en bon malien, que nous essayons de parler de la même voix, du même langage, en défendant tous l'intérêt général des populations qui sont au-dessus des intérêts personnels et égoïstes des leaders séparatistes. Aujourd'hui, tout est possible. Les autorités en ont fait. Les légitimités traditionnelles et coutumières sont en train de le faire. Donc si on vous dit il faut arrêter, arrêtez, vous n'arrêtez pas, vous allez arrêter par la force des choses aussi. Donc moi je peux dire que jusqu'à présent nous pouvons garder espoir. Ceux qui veulent revenir vers le Mali, ceux qui ont reconnu l'unicité, la laïcité et l'existence du Mali, que le Mali n'a qu'une seule devise, un peuple, un but, une foi, dont l'hymne national est le Mali. Nous appelons leurs frères à déposer les armes, à revenir en la raison. La violence n'a jamais été une solution à une crise. Qu'on fasse 1000 ans dans ça, nous allons finir par le dialogue. Donc qu'ils viennent depuis qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Trop de sang versé, trop de vie ôtée, et je crois que ça suffit maintenant. Qu'on se mette tous ensemble en bons et dignes Maliens pour étouffer ce qui est en train de nous jeter avant qu'il nous attrape. Alors, M. Touré, disons, en faisant un ramassé de ce que vous venez de dire, l'espoir est permis. Il y a une possibilité de rétablir également la confiance entre les partis. Tchefi, est-ce que cet accord aujourd'hui pourrait-elle encore ramener la paix au Mali? Comme je l'ai dit, je crois que l'accord, et ce n'est pas par diplomatie seulement que je dis ça, l'accord a montré ses faiblesses.
L'accord a montré ses faiblesses à partir du moment où les populations civiles sont attaquées, les populations innocentes sont attaquées, à partir du moment où des bébés décèdent dans les flammes de cette barbarie. L'accord d'Alger a montré ses faiblesses. Je vais vous dire autre chose. Prenez ces 4 dernières semaines, ces 5 dernières semaines, vous allez voir dans l'actualité, vous allez voir que des gens nos jeunes sont en train de mourir sur le désert de la migration, sur le chemin qui mène vers l'Europe. Ils meurent sur le désert du Sahara, ils meurent sur les territoires algériens. Et donc l'Algérie, je dirais, a montré ses limites par rapport à cette situation d'intermédiation. Et ça, il faut le dire. D'accord? Nous devons régler nos problèmes. Pour moi, aujourd'hui, nous devons repartir sur une nouvelle base. Et cette nouvelle base, on ne doit pas avoir peur de le dire, puisque tout le monde répète l'accord d'Alger alors qu'il y a 9 ans. Le monde a évolué depuis 9 ans. Le Mali a évolué depuis 9 ans. Le contexte a évolué depuis 9 ans. Même les groupuscules ont évolué depuis 9 ans. Donc cet accord caduque. Cet accord ne sert plus pour régler nos problèmes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que cette barbarie qui s'est perpétrée sur nos territoires, il ne faut pas croire qu'en invitant les uns et les autres sur la table des négociations, qu'on va leur dire « venez, on pardonne ». Nous pouvons pardonner, mais nous n'oublierons pas ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas oublier cet acte de barbarie. Certains peuvent venir sur la table de négociation pour discuter avec nous. Tous ceux qui ont été à l'origine de cette barbarie seront traduits devant la justice et vont répondre de leurs actes. C'est ça qui va se passer. Et ce bateau, le Tombouctou, je demande aux autorités de le transformer en un musée. Ce bateau ne doit pas être remis en circulation. Ce bateau doit être transformé en un musée et il va être visité par nos enfants, par nos petits-enfants, par nos arrière-petits-enfants. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons en mémoire ce qui s'est passé, que nous avons en mémoire la barbarie qui s'est perpétrée sur nos territoires et que nous n'oublions pas. Nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions pas ce qui s'est passé pour nos populations. Ce bateau, le Tombouctou, doit être un musée et les autorités doivent travailler pour cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a un message qu'il faut qu'on envoie à nos populations. Il y a un message qu'il faut qu'on envoie à nos enfants, à nos jeunes d'aujourd'hui pour dire personne ne peut attaquer le Mali impunément. Personne ne peut le faire. Si quelqu'un attaque le Mali impunément, eh bien on va le traduire devant la justice, parce qu'on va le traduire devant la justice et on va les condamner comme il se doit. Parce qu'on ne peut pas attaquer notre pays de cette manière. Ça, c'est un message à envoyer au monde. C'est un message à envoyer à nos enfants. Et sur le plan diplomatique, nous devons prendre ce dossier pour aller voir la communauté internationale, mettre la communauté internationale en témoin de ce qui s'est passé pour nous. Vous savez, c'est la diplomatie qui permet de faire ça. Quand Charlie Hebdo a été attaqué en France là-bas et que Hollande a fait ce concert des nations et qu'il a réussi à amener tout le monde, y compris le président malien, le président Macky Sall et autres, eh bien, c'est parce qu'il a fait preuve de leadership là-dessus. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire preuve de leadership sur certaines questions. Et les autorités doivent faire preuve de cette leadership. Faire preuve de leadership. La technique me informe qu'il ne reste que 2 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de donner la dernière prise de parole à Bagabini Keïta. Il a donné sa position sur l'accord de paix, mais je vais vous poser la question autrement. Pourrait-on se passer du document et partir sur de nouvelles bases concernant l'accord pour la paix et la réconciliation? Bon, moi je pense qu'il faut plutôt majorer les choses, c'est-à-dire partir de l'existant, puisqu'on ne parle jamais du néant. Donc il faut partir de ce qui est, en termes d'acteurs et en termes de points sur lesquels nous sommes d'accord et des points aussi sur lesquels qui font des désaccords. Maintenant, moi je voudrais aussi profiter de votre micro pour dire aux frères, ceux qui ont pris les armes et ceux qui n'ont pas pris les armes, parce que ceux qui ont pris les armes, ils ne sont pas les seuls, ils ont des soutiens. Comment ils se nourrissent? Comment ils se procurent des armes? Je ne parle pas seulement de ce qu'on appelle les rebelles, je parle aussi des terroristes. Il y a des gens qui sont égarés, il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation sans se rendre compte. Il n'est pas encore tard que ces gens se retrouvent, qu'ils reviennent à la raison. Et donc, j'appelle également la communauté internationale. Personne n'a intérêt aujourd'hui que le Mali tombe. Mais si le Mali venait à tomber, le Mali ne va pas tomber, certainement. C'est toute la sous-région
Parce que si nous avons cette situation au Mali, c'est parce que la Libye a été. Et donc, personne n'a intérêt aujourd'hui qu'il y ait une seconde Libye. Le Mali ne sera pas une seconde Libye parce que je suis sûr et certain que les pays qui sont impliqués dans cette situation se rappelleront, ou en tout cas de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, et même de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Parce que c'est quelque part également que les gens violent impunément les accords, qu'on est arrivé à ce qui s'est passé en Ukraine. Alors, Bagabini Keïta, la technique me dit que le temps imparti pour cette émission est terminé. Mais je vais résumer en disant que à vous entendre parler ce soir, que l'espoir est permis, qu'il y a possibilité de rétablir la confiance, même si pour M. Sissoko, il faut repartir sur de nouvelles bases. Grand merci à nos invités, Bagabini Keïta, Tchefin Sissoko, au téléphone Mohamed Ben Mamata Touré, à la régie son et vidéo. Il y avait Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga. Cette émission a été réalisée par Mariam Koulibaly. Grand merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.